Bon, je te retourne. Bon, là, ça marche, non? Je suis en train de recharger le chat, là. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça marche? Je pense que ça marche, là, maintenant. Moi, ça marche, hein. Là, ça marche pas, c'est un problème d'OBS, c'est pas un problème OS. Ok, vous naviguez entre les slides et le truc là. Ok, merci. Bon. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple où le rayon de convergence de la somme est strictement plus grand que le min des rayons de convergence. Ok. Donc, ici, si je prends AN égale moins 1 puissance n et BN égale moins 1 puissance n plus 1, d'accord, j'ai que RA égale 1. Règle d'Alembert, AN plus 1 sur AN tend vers 1, en valeur absolue. Ok. R de BN égale 1 aussi. Et pourtant, pour tout n, AN plus BN égale 0. C'est moins 1 puissance n, plus moins 1 puissance n plus 1, ça fait 0. Okay, donc le rayon de convergence de la série qui vaut tout le temps 0, c'est plus l'infini. Okay, donc ici, j'ai R égale plus l'infini. D'accord, donc le rayon de convergence de la somme peut être strictement plus grand que le min des rayons de convergence. D'accord? Bon. Pareil pour le produit. Le rayon de convergence du produit peut être strictement plus grand que le min des rayons de convergence. Alors le théorème fondamental, le théorème fondamental, disons un des théorèmes fondamentaux qu'on va voir, c'est qu'une série entière, c'est fantastique. C'est fantastique, pourquoi? Parce qu'elle est continue sur son disque couvert de convergence. Si je pose S de Z S de Z c'est la somme des AN de la puissance M, si elles convergent, enfin, si Z appartient au disque de convergence, okay, c'est-à-dire strictement inférieur, attention, c'est strict, où R égale rayon de convergence. Donc ça, c'est une fonction de Z. Hein, c'est une fonction de Z. C'est un truc nouveau par rapport aux séries numériques. C'est une fonction de Z. Et bien, cette fonction est strictement, enfin, est continue sur le disque couvert de convergence. Okay, S est continue. Ce qui me fait un... Allez. D'accord? Théorème. On va voir qu'elle est beaucoup plus que continue en fait, hein, mais elle est au moins continue. Bon, ça on va pas le faire, ça nous amènerait beaucoup trop loin évidemment. Hein. C'est pas forcément très compliqué. Peut-être qu'on le fera l'après en télé d'ailleurs. Ok, mais bon. Donc, en fait, je vous disais à l'instant que c'est beaucoup plus que continu. Il se trouve que c'est dérivable. Hein, et c'est même dérivable terme à terme. D'accord? Au sens où, a priori, si j'ai S de Z égale somme des AN Z puissance n et que je veux dériver cette chose-là, je peux le faire terme à terme. D'accord? Je peux dire que c'est la somme des dérivés.
C'est pas du tout évident, hein, attention. Hein. Je suis pas en train de dire que ça va être la facile, ça. Il y a tout un outillage théorique à avoir. Hein. Okay, et donc ça, quand je dérive la somme des n à puissance n, j'obtiens la somme des n plus 1 à n plus 1 z puissance n. Qu'est-ce qui est bien ce que j'ai écrit là? Ok, ce truc-là, qu'on puisse intervertir dérivation et série. Ah, il y a encore série qui m'embête. Hein. Cette chose-là, en fait, si vous y réfléchissez un petit peu, c'est quoi une dérivation? Vous avez vu que c'est la limite du taux d'accroissement. Et une série, c'est la limite, quand n tend vers l'infini, d'une somme. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est ce qu'on appelle une interversion de limite. L'interversion de limite, c'est un des thèmes centraux des mathématiques, si vous voulez. Hein, dans quel cas est-ce qu'on peut intervertir les deux limites, dans quel cas est-ce qu'on a le droit, dans quel cas on n'a pas le droit. Il y a des cas dans lesquels on n'a absolument pas le droit. Hein, il y a des exemples très surprenants dans lesquels, si je prends la limite d'un côté puis la limite de l'autre, eh ben, j'obtiens pas la même chose que si je prends la limite de l'autre puis la limite de l'un. Ok ? Donc ces interventions de limite, en général, il faut être très très délicat. Ça demande de la précision et bon, c'est un outillage théorique qu'on ne va pas développer. Ça n'a pas d'intérêt pour nous. Hein. Sachez simplement qu'une série entière, c'est très pratique parce qu'on peut dériver. On peut dériver terme à terme. Ok ? Bon, du coup, un corollaire de ça, si je peux dériver une fois, bah, vous voyez bien que la série entière que j'ai en dessous, elle a le même rayon de convergence que la série entière au-dessus. Simplement parce que les AN sont les mêmes avec un facteur n près. Donc, vu le théorème là, quoi, vu le point 3 du théorème 1, AN c'est n plus 1 fois n plus 1, si vous voulez. Donc après ce théorème-là, les deux séries entières ont le même rayon de convergence, et donc je peux réappliquer ce théorème à la série dérivée. Il n'y a pas de problème. Et ainsi de suite. Et donc comme ça, je montre qu'une série entière est de classe C infinie sur son disque couvert de convergence. Hein ? Théorème. Une série entière, c'est une fonction fantastique en un certain sens, au sens où elle est infiniment dérivable sur son disque couvert de convergence. Okay ? Donc en particulier, l'exponentielle de z, enfin l'exponentielle de x, c'est une fonction C infinie. Vous le savez déjà, hein, mais c'est une conséquence de ce théorème. Ok, donc un exemple d'application de cette chose-là, c'est le fait que si deux séries entières sont égales, alors leurs coefficients sont égaux. Pourquoi ? Ben, simplement en dérivant. Donc, déjà, si je fais x égale 0, si là-dedans, x égale 0, bah, tous les termes s'annulent, sauf A0 et B0. D'accord. J'ai x1, x puissance 1, plus j'ai A0, plus A1, x1, plus A2, x au carré, plus A3, x au cube, blablabla. Okay, et à droite, j'ai B0, plus B1x, plus B2x au carré, ainsi de suite. Quand je fais x égale 0, ça me fait B0. Donc j'ai A0 égale B0. Alors maintenant, si je dérive une fois, je vais obtenir comme terme constant à gauche A1 en dérivant, et en prenant le terme constant. Il vient A1
égale B1. De la même manière. D'accord? Et de même, en dérivant n fois, il vient, pas de son, pas d'image. Ah bon? Les autres, c'est pareil? Pas normal. Ouais, je pense que c'est normal, hein. Daï, t'as un problème. Pas normal, hein. Moi de tout est... F5, c'est quoi F5? C'est moi F5? Non, c'est Daï, hein, je pense. Zendor Kriya, c'est notre spécialiste Switch. Ok. Bon bref, et donc du coup en dérivant n fois, il vient de la même manière AN égale BN. Il suffit d'identifier terme constant. Ok. Attendez, ça devient un peu sombre par ici. Ok, fantastique. Alors, donc une autre application de ce genre de résultat, c'est l'espérance et la variance d'une loi géométrique. Donc je vous rappelle qu'on les avait vus, je vous l'avais donné comme sans démonstration, hein. Comme je sais que vous adorez ça. Donc rappel, hein, x une loi géométrique de paramètre p, si la probabilité que x vaille k, c'est 1 moins p puissance k moins 1 fois p. Ok? Donc l'espérance de x, c'est égal à la somme, une loi géométrique ça commence en 1, je vous rappelle, de k fois 1 moins p puissance k moins 1 fois p. Ok? Donc ça vaut p fois la somme pour k supérieur ou égal à 1 de k fois 1 moins p puissance k moins 1. Et k fois 1 moins p puissance k moins 1, c'est la dérivée de 1 moins p puissance k. Enfin, c'est moins la dérivée de 1 moins p puissance k. Ok? C'est p prime, quand je dérive en p. Ok? Donc tout ça, c'est moins p. Je peux intervertir somme et dérivée pour les séries entières. Donc là, on prend p strictement plus petit que 1. Hein. Donc là, on a la série géométrique. Bonjour Midadeh. J'ai pas compris. Donc là, on a la série géométrique de raison strictement plus petite que 1. Donc le rayon de convergence, il est... Donc là, le disque de convergence, enfin le rayon de convergence vaut 1. Donc là, 1 moins p, c'est sur l'intérieur du disque de convergence, donc on peut dériver. Donc on peut intervertir et dériver. Okay, donc c'est moins p. Le tout prime. D'accord? Bon là, petite astuce, on peut rajouter le terme k égale 0, parce que quand on le dérive, ça fait 1. Quand on dérive le terme, quand on dérive 1, ça fait 0. Bon. Donc ça fait... Ah oui, ok.
Ça fait moins P, fois 1 sur 1 moins P, hein, 1 sur 1 moins la raison, prime. Ok? Ça fait donc moins P fois 1 sur P le tout prime. Et 1 sur P le tout prime, ça fait moins 1 sur P carré. Ça fait donc moins P fois moins 1 sur P carré. Ça fait donc 1 sur P. Ok? Donc on retrouve le fait que l'espérance d'une loi géométrique, ça vaut 1 sur P. Je crois que j'avais déjà fait essentiellement ce calcul-là lors du CEM sur les probas. Hein? Il y a peut-être certains parmi vous qui s'en souviennent. Bon, et la variance, c'est du même tonneau. Idem, en dérivant 2 fois. Exercice. Faites-le. Ça peut éventuellement tomber à l'examen. Je dis ça, je dis rien. Ou pas, hein, mais... c'est une possibilité. Ok? Mais pour moi, c'est clair que c'est le genre d'exo intéressant, parce que je combine les séries entières et les probas. Je suis toujours content. Bon, de la même manière, on peut dériver, on peut aussi intégrer. Ok? Donc si je prends à n une série entière de rayons de convergence R cyclant positif, je peux intégrer terme à terme. Si je veux intégrer la série entière, je peux intervertir. Hein, ici, c'est ce que je fais. J'intervertis la somme et l'intégrale. Hein, c'est ça que je fais. Encore une fois, c'est pas du tout une opération évidente, et c'est une opération qui est fausse en général. On prend des limites de limites. Les limites de limites, il faut toujours faire gaffe. Hein, on a vite fait de dire des bêtises. Là, ça marche. Ça marche parce que c'est des séries entières. Donc, les séries entières, ça a le bon goût d'être très sympa. Ça a été construit pour être sympa. Hein, ça n'a pas été construit pour embêter les gens, ça a été construit pour leur faciliter la vie. Ok? Et de la même manière que pour la série dérivée, la série intégrée a le même rayon de convergence que la série originale. D'accord? Simplement à cause du résultat qu'on a vu précédemment. C'est bon? Donc vous voyez, c'est quand même sympa. Hein, les séries entières, il y a des petits trucs qui se passent avec le disque de convergence. Okay, I found this on the web for Hey Siri Alternative Quickest Person to Claire's. Check it out. Comment on fait pour virer ça? Comment on fait pour virer Siri? Faut que je vire Siri. J'ai pas pensé. Faut que je vire. Bref. Donc vous voyez, toujours est-il que vous voyez, c'est quand même sympa. Hein, c'est quand même sympa au sens où faut faire gaffe quand on fait le rayon des séries entières d'une somme et d'un produit, hein, parce qu'on a justement des inégalités. Mais une fois qu'on a déterminé le rayon de convergence d'une série entière, les choses se passent bien. On peut faire des opérations analytiques délicates. Alors je sais bien que vous, ça vous paraît un peu trivial, hein, enfin ça vous paraît un peu... comment dirais-je, mécanique, hein, la dérivation et l'intégration, c'est quand même des limites, les deux. Hein. Il y en a une, c'est une limite sur un comportement local, l'autre sur un comportement sur un intervalle, si vous voulez. Hein. Donc les deux passages à la limite sont par nature délicats. Okay, il se trouve qu'ils se comportent très bien avec les séries entières. C'est ce qui fait un des grands intérêts des séries entières,
c'est que c'est des objets qui se comportent bien vis-à-vis de ces opérations courantes. Je répète, c'est pas du tout évident. Et pour démontrer ça, on aurait besoin de développer une machinerie qui est tout à fait en dehors de mon but, quoi. Qui va peut-être pu faire dans mon but en début d'année, mais là, bon, ça n'a pas d'intérêt particulier, je pense. Ok ? Donc alors, deux exemples. On peut montrer que le log de 1 plus x sur l'intervalle moins 1, il est égal à l'expression que vous avez sous les yeux. Pourquoi ? C'est simplement que on a log de 1 plus x, c'est simplement égal à l'intégrale entre 0 et x de 1 sur 1 plus c dt. Ok ? La primitive, une primitive de log de 1 sur 1 plus t, c'est log de 1 plus t. Hein. C'est clair ? Mais 1 sur 1 plus t, je vais l'écrire. Ouais, merci The Mighty Sort. 1 sur 1 plus t, je vais utiliser une série géométrique pour l'écrire. Je veux dire que c'est la somme pour k variant de 0 à plus l'infini de moins t puissance k dt. Bon, à ce stade, il faut commencer à reconnaître la série géométrique. D'accord ? Donc ça, c'est une série convergente. Série convergente. Car rayon de convergence égale 1, à n plus 1 sur n, par exemple. Ok ? Rayon de convergence égale 1. Et x strictement plus petit que 1, on a dit. Ok ? Donc t est plus petit que x. Bon, maintenant on utilise le théorème qui nous dit qu'on a le droit d'intervertir somme, dans le cas d'une série entière, ce qui est le cas ici, et intégrale. Donc c'est égal, d'après le théorème, des séries entières, c'est la somme pour k égale 0 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de moins t puissance k dt, tour de magie. Mais moins t puissance k, je vous ai très bien intégré, c'est pas un problème. Donc c'est la somme pour k égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k fois intégrale de 0 à x de t puissance k dt. Et ça vaut x puissance k plus 1 sur k plus 1. Bon, comment c'est écrit là ? Ouais, c'est ça. Donc ln de 1 plus x, ln de 1 plus x, c'est la somme pour k égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k x puissance k plus 1 sur k plus 1. Bon, et ça, je réindexe. Je vais partir la somme en 1 pour avoir des x puissance k.
C'est la somme pour k égale 1 plus l'infini de moins 1 puissance k plus 1 fois x puissance k sur k. Ok? Toujours d'AI sur le disque ouvert de convergence. Sur le disque ouvert de convergence, hein, c'est ce que dit ce théorème-là, très puissant. Pour tout x dans moins R, on peut permuter. C'est super. C'est la fête à la saucisse. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles les séries entières, on est tellement content d'en avoir. Hein, c'est parce qu'on peut tout faire, on peut dériver, on peut intégrer. Sur le disque ouvert de convergence, hein, bien sûr. Sinon, on est en train de permuter des limites qui n'existent pas. Mais sur le disque ouvert de convergence, on peut permuter. C'est génial. J'insiste, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ok? Donc vous avez cette égalité-là. Alors si vous réfléchissez un petit peu, là, dans cette série entière, elle existe. Hein, d'après la règle de AN plus 1 sur AN. AN plus 1 sur AN, en valeur absolue, ça tend évidemment vers 1. Donc le rayon de convergence, il vaut 1. Donc cette égalité, en fait, ça permettrait de définir le logarithme sur 0, 1. Enfin, sur 0, 2. D'accord? Après quoi, en servant des règles usuelles du log, on pourrait définir le logarithme sur R tout entier. Ok, parce que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Et donc du coup, on pourrait s'amuser à définir le log comme ça. Il n'y a pas besoin, parce qu'en fait le log, on le définit comme étant la réciproque de l'exponentielle sur R. Ok? Mais en fait là, bon, ça c'est la première remarque. Une autre remarque, c'est que vous voyez que vous retrouvez le développement usuel du logarithme. Hein, que vous connaissez. Si je fais n égale 1 là-dedans, j'obtiens x, donc ln de 1 plus x égale x. Égale x. Je fais n égale 2, j'obtiens moins x au carré sur 2. Je fais n égale 3, j'obtiens plus x au cube sur 3, moins x puissance 4 sur 4, etc. Je peux avoir le développement limité du logarithme à tous les ordres proches de 1. D'accord? Mais c'est beaucoup plus fort. Là, on a vraiment égalité. Hein, cette chose-là est beaucoup plus forte que le truc que j'ai écrit à droite. On a vraiment une égalité au point par point. On n'a pas un logarithme égal à quelque chose, plus des petits restes qu'on a envie de négliger. On a vraiment égalité point par point. D'accord? Donc c'est beaucoup, beaucoup plus fort, là, ce qu'on dit. Hein? Ok? Donc de même, on procède un peu de la même manière, pour montrer que l'arctangente de x, c'est égal à moins 1, c'est égal au truc qui est écrit là. Aussi, on sait qu'on fait première année, hein, on l'a revu ensemble en TD, que arctangente de x prime, ça vaut 1 sur 1 plus x au carré. On a déjà servi au moins de 3 fois en TD. Hein. Ok? Donc, quel que soit x plus petit que 1, on a arctangente de x qui vaut l'intégrale de 0 à x de 1 plus t carré dt. Et c'est la même salade. Le rayon de convergence de la série géométrique 1 sur 1 plus t carré, ça vaut 1. Donc c'est l'intégrale de 0 à x de la somme des moins t carré à la puissance n
donc c'est l'intégrale de 0 à x, de la somme de n égale 0 à plus l'infini, de moins 1 puissance n fois t carré, donc fois t à la puissance 2n si vous voulez, hein. Ok? Et donc là pareil, je reconnais une série entière, donc je peux permuter somme et intégrale. C'est la somme donc de moins 1 puissance n fois intégrale de 0 à x de t puissance dn de t puissance 2n dt. Ça vaut donc la somme pour n égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n fois x puissance... Qu'est-ce qui me fait rire là? Ah! J'ai un problème de silo, il y a mon silo qui marche plus. Donc de x. J'ai pas compris Gorout, mais je pense que t'es un troll. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Attendez une seconde. Ne paniquons pas. Ah, il est chargé. Non, c'est pas vrai. Il est chargé. Bon. Il est à 0%, donc je vais soigneusement le laisser coller. Ok. Donc ça fait moins 1 puissance n, x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Ok, donc ça, de nouveau, je réindexe, ou je réindexe pas. Qu'est-ce que j'en fais? Je réindexe. Qu'est-ce que j'ai là? Je me suis trompé là. Là, je me suis trompé. J'ai mis une petite faute dans le poly. Ah, quelle horreur. Je me suis trompé dans le poly là. C'est x puissance 2n plus 1. Ok. Excusez-moi. Ok, donc il y a petite coquille dans le poly là. Il y en avait une deuxième tout à l'heure. D'accord? Donc vous voyez que là, cette chose-là, elle est de nouveau, hein, ça vous redonne le développement limité de l'arc-tangente à tous les ordres. Et encore une fois, c'est beaucoup plus fort qu'un développement limité. C'est vraiment une égalité. Hein, donc il y a vraiment une grosse différence, même si ça ressemble un peu. D'accord? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là vous voyez que vos deux fonctions, elles ont un truc en commun, à savoir qu'on peut les écrire comme des séries entières. ln de 1 plus x, on peut écrire que c'est la somme des machins, et arc-tangente, on peut écrire que c'est la somme des machins. On peut, on peut faire ce qu'on appelle les développer en série entière. Alors je vous rappelle, l'exponentielle, on peut aussi. L'exponentielle de x, c'est x puissance n sur n factoriel. D'accord? Donc vous avez tout un tas de fonctions comme ça, qu'on peut écrire dans des fonctions que vous connaissez depuis la terminale, voire tangente depuis l'an dernier seulement, mais le logarithme exponentiel depuis la terminale, avec lesquels vous êtes quand même assez familier, parce que vous avez fait plein de calculs dessus. Hein, et des fonctions usuelles, et ce sont des fonctions qu'on peut développer en série entière, qu'on peut écrire comme sous forme de... Donc c'est une égalité, hein, j'insiste encore, qu'on peut écrire vraiment sous la forme, c'est égal à une série entière. Okay, donc les séries entières, c'est un truc qui intervient naturellement dans l'étude et la définition de toute une famille de fonctions que vous connaissez bien. D'accord? Évidemment, c'est des choses qui vous permettent de les calculer numériquement.
un ordinateur, il se sert de l'arctangente, de la formule là de l'arctangente. Alors je crois qu'il sert d'une formule un peu différente. Hein. Pour l'arctangente, il sert de la formule de machin, je crois. C'est un peu différente, bon, peu importe. Disons, une des méthodes de calculer, de donner des valeurs numériques pour l'arctangente serait de calculer cette série entière. Arctangente de 1, vous dites que c'est... bon, en l'occurrence, vous savez que c'est égal à pi sur 4. Hein. Voilà, là, notre calcul, on l'a fait pour x strict le petit q1, donc c'est pas un super exemple. Bon. Bref, arctangente de n'importe quel nombre qui varie entre 0 et 1, vous appliquez cette formule-là. Vous mettez le x qui vous intéresse dedans, et hop, vous l'appliquez. Donc informatiquement, vous pouvez obtenir des approximations numériques de l'arctangente et du logarithme, comme ça. Hein, c'est pas des trucs anecdotiques tout ça, hein, c'est des trucs... La raison pour laquelle je pense que les séries entières c'est important pour vous, c'est que il y a la fin d'un cheminement en maths. Hein. Essentiellement, c'est probablement au dernier cours de maths. Hein. Je pense pas qu'en L3 vous en ayez encore. Donc il y a la fin d'un cheminement. C'est-à-dire que on passe par les séries, les intégrales, et on revient à la définition des fonctions usuelles que vous avez vues depuis le lycée. Ok ? Donc il y a un cercle qui se ferme quelque part. D'accord ? Bon. Donc ça nous amène à une définition un peu plus générale, mais globalement, les deux exemples, enfin, ça correspond aux deux exemples qu'on vient de voir. Donc on dit que f est développable en série entière, en 0, si on peut trouver un grand R strictement positif, tel que, pour tout z de module strictement inférieur à R, on a f de z égale la somme des an z puissance n. Définition. Je viens de voir deux exemples. Hein. Logarithme étant R tangente. Il y en a d'autres. On va en voir d'autres exponentielles. Hein. Il y en a d'autres qu'on verra juste après. Alors, évidemment, on peut définir la notion de développable en série entière en n'importe quel point. Un 0, pour une fonction développable en série entière, ne joue pas de rôle particulier. Ok ? Donc, on peut développer une fonction en série entière en 1, en 10, en racine de pi sur 4, si vous voulez. Hein. Suffit de dire que f est développable en série entière en z0, si et seulement si la fonction g est développable en série entière en 0. Okay. Donc on vient de voir les fonctions arctangente et logarithme en faisant de l'intégration. Bon, évidemment, exponentielle z c'est développable en série entière, et bon, j'ai oublié de mentionner la série géométrique, bien sûr. 1 sur 1 moins z, sur l'intervalle moins 1 à 1, c'est aussi développable en série entière. C'est la somme des z puissance n. Donc ça, on s'en sert à tire-larigot depuis le début. Bon. Est-ce que j'ai très envie de passer beaucoup de temps sur... Bon, juste histoire de... J'ai pas forcément envie de passer énormément de temps là, mais... Bon, si on prend f une fonction c infini, au voisinage de 0. Là, en fait, vous pouvez vous demander, ok, mais si je prends une fonction quelconque, c infini, bah, comme on sait qu'une série entière, c'est forcément c infini. Donc déjà, pour qu'une fonction soit développable en série entière, il faut forcément qu'elle soit c infini. Hein, c'est le minimum qu'on puisse lui demander. Donc question, existe-t-il des fonctions c infini qui ne soient pas développables en série entière? Ou même, est-ce que si j'ai une fonction c infini, est-ce qu'elle est forcément développable en série entière? Et si elle est développable en série entière, comment je fais pour retrouver ses coefficients? D'accord? Alors, évidemment, je vous rappelle votre formule de Taylor. Vous savez bien que f de 0, enfin que f de x proche de 0, c'est f de 0, plus x f' de 0, plus x au carré sur 2, f seconde de 0, plus x au cube sur 3, f tiers en 0, etc. Hein? Donc en gros, pour que la fonction soit dérivable, enfin soit ait un développement en série entière, il faut que le reste, quand vous faites ce genre de manipulation, tende vers 0. Bon, ça, je l'ai pas
Je crois pas que il arrive dans mon poly. Hein. Bon, je l'ai pas mis dans le poly. C'est un peu exprès parce que bon, c'est pas un critère qui sert. Hein. Mais, disons, si le reste dans la formule de Taylor avec reste intégral tend vers 0, alors, bah, forcément, la série entière f dérivée une fois en 0 sur n factoriel x puissance n converge, et elle converge forcément vers f, le voisinage de 0. Ok, et donc on a au moins une réponse dans un sens. Hein. Si f est développable en série entière en 0, alors elle est placée infinie, au voisinage de 0. Donc son développement en série entière est unique, ça on avait déjà vu ça. Mais il s'agit forcément de la série de Taylor en 0. Donc ça c'est une manière, hein, si on vous donne une fonction quelconque, ça on le verra en TD, si on vous donne une fonction quelconque, donner son développement en série entière, bah simplement vous calculez son développement de Taylor. Ok. Et bah, si le reste tend vers 0, eh ben, vous êtes content. Donc ça vous montre que la fonction f de x, qui vaut exponentielle de moins 1 sur x au carré, n'est pas développable en série entière en 0. C'est le contre-exemple, alors moi c'est celui que je connais, il y a peut-être d'autres, je ne pense pas. Non. Cette fonction-là, elle n'est pas développable en série entière en 0. Donc, il y a des fonctions qui ne sont pas développables en série entière. Nous, on va surtout voir les fonctions développables en série entière, parce que c'est des belles fonctions. C'est les fonctions qui vivent dans le monde enchanté des fonctions développables en série entière, qui sont sympathiques, on peut tout faire, dériver, intégrer dans tous les sens. Hein, et on peut trouver des relations intéressantes entre diverses séries, si vous voulez. Mais il faut avoir en tête que certaines fonctions ne sont pas développables en série entière. Alors pourquoi? C'est simplement parce que, pour tout cas, f dérivé k fois en 0 vaut 0. C'est le théorème de prolongement de la dérivée. Hein. Et donc, si on applique la formule du dessus, on a que f dérivé k fois en 0 vaut 0 pour tout le cas. Et donc on aurait que f de x égale 0 partout. Enfin, partout, elle est développable en série entière. Donc sur un voisinage proche de 0, et comme c'est pas le cas, bah, on a un problème. Ok. Bon. Ça je développe pas, en plus j'ai pas forcément mon stylo là. Hein. Si. Ah, il marche pas, hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Je comprends pas, il est déchargé, il se recharge pas là. Bon. Allez, on galette. Alors, donc, un développement classique, c'est le développement de la fonction de puissance, proche de 1. D'accord, donc proche de 1, la fonction de puissance, c'est égal à... Alors attention, hein, si vous avez alpha un entier, vous retrouvez là simplement le binôme de Newton. Mais ça, je ne peux pas l'écrire. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il recharge pas, surtout, je comprends pas. Ah, ok, il y a un sens. Oh. Bon, je découvre le stylet hein, du machin un petit peu encore. Il y a 2%. On va attendre 1 minute. Ok. Alors, on va le redémontrer juste après ça, mais si alpha est un entier, là c'est simplement le développement de Taylor. Le développement de Taylor. Le binôme de Newton, pardon. D'accord. Bon, peut-être vous voyez pas. 6%. Allez, 6%, on y va. J'ai branché à l'envers en fait, parce qu'en général je fais gaffe de recharger, mais j'avais pas compris qu'il y avait un sens.
Bon, 9%, ça va faire l'affaire. Alors, donc 1 plus t puissance alpha. Alors si alpha est entier, bah 1 plus t puissance alpha, je vous rappelle, c'est juste la somme de k égale 0 à alpha de k parmi alpha, donc fois t puissance k, fois 1 puissance alpha moins k, on s'en fiche. Donc c'est 1 plus la somme de k égale 1 à alpha. Donc ça fait quoi? Ça fait alpha, alpha moins 1. Alpha moins k plus 1. Fois t puissance k. Là, c'est une formule exacte. Il n'y a pas besoin d'écrire une somme infinie, quoi, hein, c'est juste le bilan de Newton. Ok? Bon, et maintenant, si alpha appartient à R privé de n, on a que si je pose f de t égale 1 plus t puissance alpha, et bien f' de t, ça faut alpha fois 1 plus t puissance alpha moins 1. Ok? Donc f' de 0 égale alpha. Et f km de t égale alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, alpha moins k plus 1, fois 1 plus t puissance alpha moins k. Hein, c'est une récurrence immédiate. Et donc, f dérivé k fois en 0, c'est alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, alpha moins k plus 1. Donc, le développement en série de Taylor de 1 plus t puissance alpha vaut 1 plus la somme de k égale 1 à plus l'infini de alpha, alpha moins 1, alpha moins k plus 1 sur k factoriel fois t puissance k. On admet ici que ça converge. Croyez-moi, hein, ça converge. Hein? C'est simplement parce qu'en ce cas-là, en fait, on peut calculer facilement les intégrales. Le reste dans la formule de Taylor. Bon, je sais pas à quel point vous êtes encore trop familier avec la formule de Taylor. On va peut-être pas vous accabler avec ça. Ok? Donc on peut aussi développer en série entière n'importe quelle puissance. Alors attention, c'est pour alpha quelconque dans R. Donc ça veut dire qu'on peut développer, par exemple, en série entière, la fonction 1 sur 1 plus t à la puissance 9 cinquième. Aucun problème. D'accord? C'est très général comme formule. Ça couvre toutes les puissances. Alors, un petit retour pour la fonction exponentielle. C'est un peu là que j'ai envie de conclure hein, le cours. La fonction exponentielle. Donc on a vu qu'elle est C infini. C'est le théorème sur les séries entières en général, sur R, parce que le rayon de convergence de la série entière, c'est R, c'est plus infini.
Et on a déjà vu dans le CM précédent, il y a une semaine, hein, en utilisant le produit de Cauchy, que exponentielle de z plus z', c'est exponentielle de z fois exponentielle de z'. Hein, déjà fait. C'est ce qu'on a déjà montré sur la fonction exponentielle. Donc à partir de là, hein, on peut déjà voir que exponentielle de 0, ça fait 1. On peut voir que si je dérive cette chose-là, j'obtiens la même chose. Hein, on a, quel que soit t, exponentielle de t prime. Si vous vous souvenez un petit peu de vos cours au terminal ou d'analyse l'an dernier, vous avez admis, hein, c'est la seule chose que vous ayez admis, que il existe une fonction qui est sa propre dérivée et qui vaut 0 à 1 et que cette fonction est unique. Okay, donc là on montre que la fonction que j'ai définie comme étant la série entière, là, enfin, vous avez admis qu'il existe, et vous avez montré l'unicité. Hein. Donc là ce que je montre, c'est que cette fonction-là vérifie que sa dérivée vaut elle-même, et que l'exponentielle de 0 vaut 1. Okay, donc on a démontré l'existence de la fonction exponentielle. Enfin, l'existence d'une fonction qui vérifie ça. Et à partir de là, vous allez retrouver toutes les propriétés du logarithme, de l'exponentielle, ça tend vers l'infini, le graphe, machin. Hein, c'est vraiment le point de départ de tout ce qui a trait à l'analyse de la fonction exponentielle de la variable réelle. Hein, mais là, vérifier ça, c'est facile, hein, évidemment. On a exponentielle t, c'est la somme pour n supérieur ou égal à 0 de t puissance n sur n factoriel. Donc, exponentielle de t prime, c'est la somme pour n supérieur ou égal à 0. Bon, alors il faut distinguer deux cas. Hein. J'isole le terme n égale 0. 1 plus la somme pour n supérieur ou égal à 1 de t puissance n sur n factoriel. Exponentielle t prime, c'est égal à la somme pour n supérieur ou égal à 1 de t puissance n sur n factoriel de t prime. Je peux intervertir somme et dérivation dans le cas d'une série entière. T puissance n, quand je dérive, ça me fait n fois t puissance n moins 1. Et n sur n factoriel, ça fait n moins 1 factoriel. Ok? Et ça, en réindexant, ça me fait la somme pour n supérieur ou égal à 0 de t puissance n sur n factoriel, ce qui vaut bien exponentielle de t. Hein? Là, avec les théorèmes qu'on a montré, tout ça, c'est immédiat. Alors qu'on a montré. On a mentionné. Ok? Donc ça, c'est le point de départ. Hein. De l'étude de la fonction exponentielle de la variable réelle. Reprenez vos cours d'an dernier, hein, si vous voulez vous convaincre, hein, vous allez voir que tout ce que vous démontrez sur la fonction exponentielle, vous commencez par ça. Vous admettez l'existence d'une fonction qui vérifie ça. Et bien nous, moi je vais donner. Enfin, je vais donner. Donc, je vous montre à quoi elle est égale, quoi. Hein. Alors à partir de là, je peux définir le cos
et le sin. D'accord? Le cos, je définis, je dis que ça vaut exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, et le sin, ça vaut l'autre truc. Ok, je le définis comme ça. Donc ça, c'est encore une fonction C infinie de x. Bon, comme x, c'est une fonction, comme exponentielle x, c'est clairement une fonction C infinie, hein, par composition. Le cosinus et le sinus sont clairement C infini. Alors après, elles sont aussi développables en série entière en 0. Pourquoi? Pas simplement, on a cosinus de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. C'est une définition. J'ai bien le droit, hein, de considérer ces choses-là. Tous mes objets sont définis. Hein. Je mets rien sous le tapis. Hein. D'accord? Donc c'est égal à la somme. Donc le rayon de convergence, bon, c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini de x puissance k sur k factoriel, plus la somme de k égale 0 à plus l'infini de moins x à la puissance k sur k factoriel, le tout fois 1,5. Ok? Mais le rayon de convergence de la somme, enfin le rayon de convergence de la somme, il est plus grand que le min des deux rayons de convergence. Mais les deux rayons de convergence vaillent l'infini. Donc le rayon de convergence de la somme vaut l'infini aussi. Donc c'est 1,5 fois la somme de k égale 0 à plus l'infini de 1 sur k factoriel fois i plus i puissance k plus moins i puissance k fois x puissance k. D'accord? Donc x plus moins i puissance k. Qu'est-ce que ça fait ça? Donc on a x, donc on a i plus moins i puissance k. Alors il y a 4 k. Or, i puissance k plus moins i puissance k. Donc si k égale 0, ça fait 1 plus 1. Ça fait 2. Si k égale 1, ça fait i plus moins i, ça fait 0. Si k égale 2, ça fait i carré plus moins i carré, ça fait moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. Si k égale 3, ça fait i au cube ça fait moins i, plus moins i au cube, ça fait plus i, donc ça fait 0. Si k égale 4, ça vaut 2. Si k égale 5, ça vaut 0. Si k égale 6, ça fait moins 2. Ainsi de suite. Ok? Bon, peut-être je vais un tout petit peu vite. Vous voyez ça d'être posé, ça va trop vite. Hein. Ça va sans dire. Donc tout ça, ça fait 1,5 de la somme pour k égale 0 à plus l'infini. Donc comment est-ce que je peux... Donc, autrement dit, j'ai i puissance k plus i puissance plus moins i puissance k qui est égal à 2 fois moins 1 puissance est égal à 2 fois moins 1 puissance k sur 2 si k est pair, qui vaut 0 si k est impair. Ok? Donc là, tout ça, ça vaut 1,5 fois la somme des 1 sur 2k factoriel fois 2 fois moins 1 puissance k fois x puissance 2k en réindexant. Donc les deux se simplifient.
Donc finalement, on obtient... Ah. Ouais, 18%. Finalement, on obtient... cosinus x est égal à la somme, pour n égale 0 à plus l'infini, de moins 1 puissance k sur 2k factoriel D'où vient l'autre 2 le demi qu'il y avait devant, là? Lequel, Daï? Celui-là, là? Ah, le 2k factoriel, c'est juste que j'ai rien indexé. J'ai sauté une étape, là. Donc celle-ci, là, c'est 1 demi, fois la somme de k égale 0 à plus l'infini, k pair, ok? Puisque le terme moins i puissance k plus moins i puissance k il vaut 0, si k est impair, hein, donc j'ai besoin de sommer sur les k pairs, de 1 sur k factoriel, fois 2, fois moins 1 puissance k sur 2, fois x puissance k. Ok? Et là, j'ai réindexé en disant que k égale 2L. Ok? Comme ça, j'ai 1 sur 2L factoriel en dessous, moins 1 puissance 2L sur 2 au-dessus, donc moins 1 puissance L, et x puissance 2L au-dessus. Hein, d'accord? J'ai réindexé. J'ai sauté une étape. Encore une fois, hein, c'est pas... Je suis en train de faire pas mal de petites manips. Individuellement, elles sont faciles. Tout ensemble, bon, ça commence à devenir un peu sérieux. Enfin, ça commence à devenir un peu sérieux. Ça reste des maths élémentaires, hein, mais je pense pas que... Enfin, que puis-je dire? C'est pas trivial, quoi. Vous en rendez bien compte. Hein. Donc là, tous les exemples qu'on fait ensemble, faut que vous les renvoyiez à tête reposée. Hein. Si vous voulez avoir une chance de comprendre les séries entières, il faut les reprendre de votre côté. Hein. Je vais très vite. Bon, la raison, c'est juste qu'on n'a pas tant de temps que ça. Hein. Je vais probablement lui passer un peu moins de temps sur les probas. Ça me servira l'an prochain, si je les refais. Bon, c'est bon le cosinus là. Bon, donc le cosinus est développable en série entière sur R tout entier. Hein, le rayon de convergence est infini. Et il vaut la somme des moins 1 puissance n sur 2n factoriel fois x puissance 2n. D'accord? Bon, de la même manière, hein, ça marche pareil, exercice. Pour le coup, si vous avez bien compris le cosinus, ça marche exactement pareil. Hein, il n'y a aucune difficulté. Tu approuves The Matissert. Qu'approuves-tu? Bon, je ne sais pas, j'ai une approbation vivace de The Matissert. Je sais pas trop à quel propos. Pourquoi pas. Donc, pareil pour le sinus. Ah, ok. Bon. Cosinus développable sur R. Hein. Donc, typiquement, hein, si vous voulez développer, si vous voulez calculer le cosinus de quelque chose, de n'importe quoi, de 10, de 15, d'une valeur pas remarquable, vous mettez 10 ou 15 ou votre truc dans cette formule. Ça converge très très vite. Hein. C'est une série alternée, c'est à peu près évident, donc on peut majorer le reste facilement. Hein, bon, probablement vous n'en souvenez pas, mais dans le cas des séries alternées, on peut facilement majorer le reste. Donc la vitesse de convergence vers cosinus de 10 ou cosinus de 15 est fabuleusement rapide.
Il suffit de calculer, je sais pas, probablement 10 termes pour une précision de l'ordre de 1 sur 10 factoriel au carré. 10 factoriel, c'est combien? Bon, je sais pas. C'est déjà de l'ordre de 10 000. Donc vous calculez 10 termes de votre truc là, hein, de l'expression qui est là. Les 10 premiers termes, ça vous donne déjà une précision de l'ordre de 1 sur 10 000 au carré, donc c'est de 1 sur 100 millions. Donc le cosinus et le sinus sont des trucs qui ont la bonne idée de converger très très vite. Ok? Donc typiquement, pour avoir des applications numériques, c'est quand même assez agréable. Hein? Donc le cosinus et le sinus, vous me donnez un nombre x, je peux, en faisant 10 calculs, bon alors 10 calculs qui vont être très pénibles parce qu'ils vont être très loin derrière la virgule, hein, bien sûr, mais au bout de 10 calculs, je peux déjà vous dire le cosinus vaut quasiment ça, à 10 puissance moins 8 près. Ok? Pareil pour le sinus. Bon, et comment est-ce qu'on montre que la dérivée du sinus, c'est cosinus, et inversement? Bon, le plus simple, ça serait dérivé dans l'exponentielle, mais là, on peut appliquer un de nos théorèmes. Hein. Montrons que la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Hein. Montrons que sinus prime est le cosinus. Okay, c'est quelque chose que vous connaissez depuis que vous avez vu les dérivées, depuis la première. Ça fait quand même pas mal de temps. D'où vient cette relation a priori mystérieuse? Et bien simplement, leur développement en série entière. Okay, sinus x, c'est la somme, alors ça commence en 1, c'est ça, hein, n égale 0, de n égale 0 à plus l'infini, de moins 1 puissance n sur 2n plus 1 factoriel fois x puissance 2n plus 1. Okay. On fait de la même manière que le cosinus, hein, exercice, je vous encourage vivement à le faire. Donc je peux dériver terme à terme. Donc sinus prime de x, bah, c'est la somme prime. Donc sinus prime de x, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini, de moins 1 puissance n sur 2n plus 1 factoriel fois x puissance 2n plus 1 prime. X puissance 2n plus 1, le tout prime, c'est 2n plus 1 fois x puissance 2n. Okay, donc c'est la somme, pour n égale 0 à plus l'infini, de moins 1 puissance n sur 2n plus 1 factoriel. Ok, 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, ça me fait 2n factoriel. D'accord? Bah oui, c'est magique. Bien sûr que c'est magique, c'est même très joli en fait. Hein, vous retrouvez les formules que vous avez vues au lycée, quoi. Hein, tout marche. Bah ouais, ça vient quelque part quand même ces trucs-là. Hein, c'est pas des formules cabalistiques. C'est pas des... On n'a pas trouvé que la dérivée du sinus et le cosinus dans des vieux grimoires mystérieux. Hein. C'est vrai. C'est vrai, et ça vient de là. Hein, c'est une des raisons, encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais voir la série entière avec vous. Hein, parce que je pense que c'est un truc important. Au niveau de la synthèse intellectuelle de ce que vous avez vu en maths au lycée, quoi. D'accord? Bon, de la même manière, la dérivée de cosinus et sinus, exercice, hein, je vous laisse. Ok? Bon, là, pour montrer que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, il faut voir que moins 1 puissance n moins 1, c'est moins fois moins 1 puissance n. Vous allez y arriver. Faites-le, hein, titre d'exo. Hein. Si vous avez un doute dessus, écrivez-moi.
Ok. Donc son C infini, et la dérivée de cosinus, la dérivée de sinus c'est cosinus, la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Alors, bon, de la même manière, bon, j'avais envie de vous montrer la définition de pi. Une des manières de définir pi. Bon, on peut dire de manière un peu informelle, pi c'est l'aire du cercle unité. Bon, c'est vrai, hein. Maintenant, à quoi être... Enfin, c'est une manière géométrique de définir pi, si vous voulez. D'accord? Après, bon, du coup, ça permettrait éventuellement, là je suis en train de réfléchir, à partir des fonctions, ça permettrait éventuellement de relier pi aux fonctions sinus et cosinus. Peut-être qu'on pourrait s'en sortir. Peut-être qu'on pourrait retrouver toutes les propriétés de pi que vous connaissez à l'aide de cette chose-là. Hein. Bon, là on a une manière plus analytique, purement analytique, de définir le nombre pi. D'accord? Donc, on se sert de la chose suivante. Le fait qu'en servant de cette expression, cosinus x égale somme des machins, on peut montrer, en servant du théorème des séries alternées, d'une part, que la fonction cosinus est strictement décroissante, de l'intervalle 0,2 vers l'intervalle cosinus de 2, 0, et que cosinus de 2 est strictement négatif. D'accord? Alors là, il y a deux choses à montrer. D'une part, que cosinus de 2 est strictement négatif, et d'autre part, que la fonction cosinus est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. Alors, commençons par le plus facile. Donc là, bon... Montrons d'abord que cosinus de 2 est strictement négatif. Donc j'ai que cosinus x, cosinus de 2, c'est la somme, on vient de le voir, de n égale 0 à plus l'infini, de moins 1 puissance n, sur 2n factoriel, fois 2 puissance 2n. Hein? J'ai juste mis mon développement en série entière, j'ai remplacé x par 2, quoi. Ok? Or, il s'agit là d'une série alternée. Ok? Donc autrement dit, deux signes qui s'alternent, et le machin qui a devant le signe est une suite décroissante qui tend vers 0. Okay, 2 puissance 2n sur 2n factoriel est une suite décroissante qui tend vers 0. Exercice. Okay, bon, je vous laisse le montrer. Hein. Vous montrez que n plus 1 sur an est strictement plus petit que 1. Par exemple, n plus 1 sur an strictement plus petit que 1. Donc décroissante. Étant vers 0. Ok, donc comme elle est alternée, alors attends, je vais faire le machin un peu... On peut faire le machin un peu soigneusement. J'ai pas trop envie de... Donc, en l'occurrence, ça fait 1... Si j'écris les premiers termes, il vient cos de 2. Ah oui, en fait, les premiers termes, c'est pas vrai. Hein. Égale 1. Donc si je fais n égale 0, ça fait 1. Si je fais n égale 2, ça fait... Attendez, j'ai un problème là, qu'est-ce que j'ai fait?
Oui, je fais n égale 1, c'est ça. Si je fais n égale 1, si je fais n égale 1, ça me fait moins 1 puissance 1 sur 2 factoriel fois 4, donc ça fait moins 2, plus 2 tiers, ça c'est 3 premiers termes, ok, plus, donc la somme, bon alors, ouais, donc c'est pas tout à fait vrai en fait ça, pour n supérieur ou égal à 3. Okay, c'est vrai seulement pour n supérieur ou égal à 3 qu'elle est décroissante. Vous voyez vous voyez dans un calcul. Plus la somme des moins 1 puissance n fois n pour n supérieur ou égal à 3. Donc 1 moins 2 plus 2 tiers, ça fait moins 1 plus 2 tiers, ça fait donc moins 1 tiers, plus la somme des n supérieur ou égal à 3 des moins 1 puissance n sur n. Ok, donc ça, on sait que c'est une série alternée, ce que j'ai dit là-haut. Donc d'après le TSSA, c'est le reste d'une série alternée. Donc le reste d'une série alternée, donc le reste d'une série alternée, bon, donc ce machin-là, en fait, oui, donc le reste d'une série alternée, donc, du signe, bon, c'est un théorème qu'on avait, c'est une série alternée, hein, je vous rappelle, donc du signe de moins 1 puissance, moins 1, donc du premier terme, donc de moins 1 au cube, fois au cube, qui est strictement négatif. Bref. Et donc tout ça, c'est négatif. Cos de 2 égale moins 1 tiers plus quelque chose de négatif. Cos de 2, strictement négatif. Ok ? Bon. Bon, de la même manière, hein, je vais pas... Hein, en se servant du TSSA. On peut montrer que sinus est positif sur 0,2 et donc moins sinus qui est égal à cos prime négatif sur 0,2. Ok ? Donc en gros, le cosinus, c'est une fonction strictement décroissante qui va de 0,2 vers cosinus de 2, 0. Cos de 2 est strictement négatif. D'après le TVI, il existe une unique solution dans 0,2 à l'équation cos de x égale 0. Okay. Bon. On définit cette solution, on va l'appeler x0. On définit pi sur 2 égale x0. C'est une définition purement analytique de pi. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'introduire l'aire d'un cercle. Ok ? Pi, c'est égal à 2 fois x0. Là, on n'a pas fait de... Il n'y a aucune considération géométrique pour définir pi. On dit juste que pi, c'est 2 fois x0.
Bon, évidemment, c'est pas comme ça que pi a été défini à l'origine par Pythagore, hein, enfin par les Grecs. Je sais pas exactement par qui c'était défini, mais les Grecs connaissaient déjà pi, évidemment. Pi, ils l'ont défini de manière géométrique. Là, vous avez une preuve de pi purement analytique. Ok? Tout est rigoureux, modulo, bon, la preuve des théorèmes, qui se fait. Hein, c'est pas un truc, je vous cache peu de choses. D'accord? Donc là, on a une construction de pi purement analytique. Donc ça, c'est remarquable. Hein. Donc, ok, donc c'est une définition. Pi, c'est le double de x0. Ok, et à partir de cette définition, on retrouve la formule d'Euler, qui vous dit que exponentielle pi égale moins 1. Donc ça, M. Euler disait que c'était la plus belle formule des mathématiques. Hein, bon, d'où c'est que ça vient, cette chose-là, avec la définition de pi? Bon, bah, là, pour le coup, c'est facile. Hein. En effet, on a pi sur 2 égale x0, et cos carré de x0 plus sin carré de x0 égale 1. Encore une fois, ça c'est simplement parce que, d'après leur définition, cos, c'est ça, Tanina, la boucle est bouclée. Bon, c'est vrai que je l'ai beaucoup répété, hein, mais... d'après leur définition, le cos c'est la partie réelle de l'exponentielle, le sinus c'est la partie imaginaire, ok, et exponentialité, c'est le module 1. Pourquoi? Parce que exponentielle it fois exponentielle moins it. Pour le conjugué de l'exponentialité, c'est la somme des it puissance n sur n factoriel. Ça, c'est la somme des it puissance n sur n factoriel tout bas. Et donc, c'est bien... Ça, c'est facile, hein. Montrer que le conjugué de l'exponentialité, c'est pour t appartient à R1. C'est ça? C'est facile. Pas de problème. Donc, module de l'exponentialité, c'est exponentialité fois exponentialité bar. Et on a vu que l'exponentielle de z plus z', c'est l'exponentielle de z plus z'. C'est exponentielle de it moins it. Okay, donc tout saute à partir de la définition de l'exponentielle. Hein. On retrouve que le module de l'exponentialité vaut 1. Or, cos de t égale partie réelle de l'exponentialité. Sin de t égale partie imaginaire de l'exponentialité. Donc, module de l'exponentialité est égal à racine de cos carré plus sin carré de t, qui est égal à 1, on vient de le montrer. Donc cos carré plus sin carré égale 1. Tout tombe à partir de ces définitions, en fait. Hein. Il n'y a plus de... voilà, en fait, une fois qu'on a défini correctement les choses, tout sort extrêmement facilement. Toutes les relations trigonométriques que vous avez vues. De même, vous pouvez vous amuser à redémontrer les relations d'addition du cosinus et du sinus. Facile. Vous serez juste du fait que exponentialité fois exponentialité prime, c'est exponentielle du it plus c'. Vous avez directement les relations d'addition du cosinus et du sinus. Ok? Donc là, je voulais arriver à la formule d'Euler. Donc, cos carré de pi sur 2 plus sin carré de pi sur 2, ça vaut 1.
Mais pi sur 2, cos de pi sur 2, ça vaut 0. C'est comme ça qu'on a défini le pi. Donc sin carré de pi sur 2 égale 1. Or, sinus est strictement positif en pi sur 2. Donc sinus de pi sur 2 égale 1. D'accord? Plus besoin de cercle trigo pour montrer ça. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a exponentielle pi. Donc, exponentielle i pi, ça vaut exponentielle de i x0 fois 2x0. Ça vaut exponentielle de x0 fois exponentielle de x0. Toujours la formule d'addition de l'exponentielle. Ça vaut exponentielle de ix0 au carré. Ça vaut donc cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2 au carré. Ça fait donc 0 plus 1 fois i au carré. Et ça fait moins 1. D'où la formule magique de l'air. Exponentielle pi égale moins 1. Bon, là, pour le coup, c'est pas un truc très difficile, je pense. Hein. C'est juste de la trigo. C'est même pas des trucs de trigo difficiles. Hein. D'accord? Donc, en le mettant au carré, en prenant la partie, la puissance 2k des deux côtés, il vient, quel que soit k qui appartient à z, exponentielle de 2i pi k est égal à moins 1 puissance de k est égal à 1. Ok, donc on retrouve que cos de 2πk égale 1, quel que soit k dans z, et sinus de 2πk égale 0, quel que soit k dans z. Ok, donc, quel que soit z, quel que soit t dans R, exponentielle de 2i pi k plus it égale exponentielle de 2i pi k exponentialité égale exponentialité. Et on déduit que le cos et le sin sont 2π périodiques. Hop! On a redémontré toute la trigo de votre lycée. En un coup de cuillère à peau. Ok? Juste en servant de la définition de l'exponentielle. Donc là, vous voyez, modulo la démonstration du fait qu'on peut dériver et intégrer une série entière sur son disque ouvert de convergence, ce qui se fait. Bon, j'ai choisi de ne pas le faire parce qu'il n'y a pas vraiment le temps, hein, comme vous pouvez le voir. Mais modulo ça, vous avez une construction intellectuelle totale, rigoureuse, où il n'y a pas de notion géométrique des fonctions cosinus et sinus. C'est un peu à là que je voulais arriver en faisant ce cours d'analyse. C'est un peu ce que j'avais en tête. Hein. D'accord? Donc là, vous allez retrouver toutes les fonctions que vous connaissez bien à l'aide des séries entières. Ok? Voilà. Bon, évidemment, la dernière partie, là, les deux derniers slides, c'est de la culture. Hein. Bon. Ce que vous pouvez retenir, c'est que
vous savez, vous avez une construction rigoureuse des fonctions cosinus et sinus, okay, où il n'y a plus de trous, mais je ne m'attends pas à ce que vous sachiez refaire ça, quoi, hein. Par contre, ce à quoi je m'attends quand même, c'est que vous connaissiez vos développements de série entière usuels. Au moins pour l'examen. Hein, donc le cosinus, c'est bon, et même. Ouais, si, quand même. Ça, c'est un truc que je vais vous demander quand même, hein, le cosinus, le sinus, leur développement de série entière, le logarithme, et l'arc-tangente. Et la puissance. Plus que de les connaître par cœur, moi je les connais pas vraiment par cœur, hein, je vous cache pas, je sais les retrouver. C'est plus ça que j'aimerais bien. Que vous sachiez retrouver le développement en série entière de l'arc-tangente, à partir du fait que la dérivée de l'arc-tangente, c'est 1 sur 1 plus t carré. D'accord, et pareil pour le logarithme. Et pareil pour la puissance. Et pareil pour le cosinus, le fait que ce soit la partie réelle de l'exponentialité. D'accord ? Ok. Bon, c'est un peu le bordel dans mes feuilles, là. Enfin, le bazar. Ok, bon, bah écoutez, on s'arrête là, hein, du coup. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je suis allé vite, hein. C'est pas tellement que je suis allé vite, c'est que j'ai développé beaucoup d'exemples. D'accord, donc c'est un cours, là aujourd'hui hein, particulièrement, c'est un cours où il y a peu de cours, beaucoup d'exemples. Des exemples riches. Hein, si vous maîtrisez bien l'exemple qu'on a vu aujourd'hui, vous n'avez aucun problème pour l'examen. Ah, Daï toujours, terre à terre, vous avez bien raison. Alors le CD prochain, ça sera donc le 9 décembre, je vous rappelle, on a vu au début, et il y aura intégrale et série numérique, absolument Daï. T'as trouvé le programme tout seul. Hein, donc aujourd'hui, vendredi, on finira les intégrales avec mon groupe, on commencera les séries numériques, semaine prochaine, mardi et vendredi, séries numériques, à fond les gamelles, à fond les ballons. Et après, le mercredi 9, le CC. Il y aura toute la promo hein, pour les 2 CC. Il y aura un sujet unique. D'accord, donc j'ai dit à Johan d'essayer de caler tout ce qu'il faut sur dans son TD. Ok. Quoi d'autre? Bon, je sais pas quoi d'autre. Je ne vois pas quoi ajouter. Je vous ai tenu au courant des modalités des contrôles continus. J'ai fini mon cours là, essentiellement. Ouais, écoutez, je vois pas. Hein. On est prévu, on est bon. Donc posez des questions hein, de manière générale. Il y en a certains parmi vous qui le font, c'est plutôt pas mal. Bon. Ouais, essayez de pas prendre le truc à la légère, quoi, quand même. Je sais bien que c'est dur et tout, mais bon, travaillez, quoi. Tout ce qu'on a vu ensemble, il y a beaucoup là, on a beaucoup sur très peu de temps, mais il n'y a pas le choix, quoi. C'est comme ça. Ouais, bien sûr, The Maths comme toujours. Hein. Je vais le faire tout de suite là. Le PDF du cours sera tout de suite tout sur Eprel. La vidéo YouTube, elle met un peu plus de temps. Ok? Mais elles y sont. Évidemment, le cours, comme d'hab, hein, vous regardez pas tout le cours, hein, ça n'a aucun intérêt. Regardez les points du cours qui vous posent problème. Faites avance rapide sur la vidéo, tout ça. Hein. Ok, bon bah écoutez, messieurs, dames, on se revoit en distanciel vendredi matin avec mon groupe. Et on se revoit le 9 décembre en présentiel pour le 3e CC. Et après le 18 décembre, juste avant les vacances de Noël. Ok? Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et voilà. Et une bonne soirée, ouais, effectivement, c'est bien mérité. Ouais, à vendredi, The Mighty Sort.